Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue à cette conférence qui est dédiée au sujet salle informatique vieillissante, comment faire les bons investissements. Donc, Marine Cetina, moi je suis en charge du développement commercial chez APL et j'animerai cette conférence avec Sébastien Ollier qui est directeur du département Conseil et Ingénierie Data Center. Pour commencer, APL, c'est une société d'ingénierie qui existe depuis 1983 et qui a toujours été spécialisée dans le domaine des data centers. Nos équipes sont basées en France et en Suisse et on intervient un peu partout en Europe, voire même au-delà. Au travers des activités, de nos activités, de nos domaines d'expertise, on accompagne des grands acteurs de l'hébergement. On peut le voir là sur la slide, des grands acteurs d'hébergement, de la colocation, d'hébergement cloud, qui ont des infrastructures data center qui sont plutôt importantes. On accompagne également les opérateurs télécoms qui ont également des infrastructures qui sont de taille importante à moyenne et qui ont surtout de multiples sites. Mais on travaille aussi depuis très longtemps avec les organisations publiques et privées qui exploitent leur salle informatique en propre ou de manière externalisée. Donc ça, c'était pour vous donner le contexte. Pour démarrer sur le sujet qui nous importe et qui concerne un certain nombre de nos clients, enfin un contexte dans lequel nos clients se retrouvent régulièrement, qui est je fais le constat que ma salle informatique actuelle ne répond plus à mes besoins. Du coup, il faut que je détermine son devenir et une nouvelle stratégie, on va dire, d'hébergement. Il est important déjà qu'on s'entende sur le périmètre. De quoi est-ce que l'on parle? On parle aussi de la même chose. On va utiliser le terme de data center, de salle informatique, de salle machine, de salle serveur. Un vocabulaire qui est différent, mais pour, in fine, dire un petit peu la même chose. On va parler d'un outil qui a pour objectif d'héberger de manière fiable et sécurisée des applications, des services, des données informatiques. Et voilà, on ne va pas forcément se focaliser sur la taille, mais plutôt sur cette définition-là. Donc, le data center, c'est un élément qui est composé de plusieurs lots, domaines techniques, le bâtiment, l'énergie, le refroidissement, la connectivité, la sécurité, qui sont eux-mêmes composés de sous-ensembles et qui en font un objet qui est assez complexe parce que chaque domaine a ses spécificités et a des interdépendances, des interactions assez fortes avec chacune des. Voilà, donc c'est ce qu'on va appeler tout au long de la conférence le data center ou la salle informatique. Sébastien, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le sujet? Oui, le data center, effectivement, on parle de la salle informatique, on parle d'un outil complexe avec des interdépendances qui va se situer aux frontières de l'IT d'une société et de l'immobilier d'une société. Donc, c'est parfois et souvent un sujet assez sensible entre deux mondes techniques différentes. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est également que, effectivement, comme l'a dit Marine, il y a plusieurs lots techniques, domaines techniques, la climatisation, l'électricité, la sécurité, qui rentrent en ligne de compte. Et ce qui rend complexe l'exploitation et même la conception, la réalisation de ces outils-là. Et pour preuve, on va qualifier ces outils-là, des travaux, après des mises à jour, on va réaliser un commissioning. Ce commissioning-là, il a pour vocation justement de mettre en place des scénarios de test en simulant des pannes, des situations où on va faire interagir l'électricité, la climatisation, l'incendie dans divers scénarios. Donc on a vraiment affaire à un outil au cœur de divers domaines et de divers on va dire, départements des sociétés. Donc la première chose, lorsqu'on dispose d'une salle informatique qu'on estime vieillissante ou qu'on n'estime pas à l'état de l'art, l'élément clé, même je dirais, c'est de disposer déjà d'une vision précise de l'état de l'installation.
Et pour ce faire, on va mettre en place un cadre d'analyse et on va évaluer un certain nombre de critères. L'idée, c'est d'être le plus exhaustif possible dans les angles d'évaluation du niveau de notre data center. Donc là, on a listé 8 briques qui sont essentielles. La première, la fiabilité. Donc ça, c'est quelque part la raison d'être du data center, c'est de délivrer un service continu. Donc ça veut dire quoi? Ça se transcrit par une alimentation électrique permanente et le maintien d'une température à un certain niveau en entrée des serveurs. Là-dessus, ce qu'on va rechercher, c'est sur une salle d'ailleurs plus récente ou sur une salle vieillissante, c'est y a-t-il des points de faiblesse qui peuvent mettre à mal cette continuité de service. Et donc parfois, c'est vrai que l'œil externe, quelqu'un qui arrive sur un site, permet de détecter une faiblesse qui n'avait pas été identifiée. Et du coup, c'est bien de la connaître, cette faiblesse. Donc ça, c'est le premier angle d'analyse, c'est regarder en termes, on va parler de fiabilité, donc on parle vraiment de la continuité de service de l'électricité et de la climatisation. Deuxième brique concerne la sécurité. Donc là, on parle de sécurité physique, en clair, la protection des machines et des données. Donc on va avoir parfois besoin d'analyser la résilience vis-à-vis de la malveillance. Par exemple, quels sont les niveaux d'accès et les barrières qui existent entre l'extérieur et pour arriver jusqu'à la salle informatique. On va par exemple aussi analyser les risques liés à l'incendie, qui peuvent éventuellement détruire le matériel et la donnée, voir de quelle manière se matérialise un potentiel calorifique dans certaines zones, quel est le risque, quels sont les moyens passifs pour maîtriser ce risque. On parle par exemple dans l'incendie de compartimentage au niveau des murs, des cloisons, des portes, etc. Quels sont aussi les moyens actifs qui ont été mis en œuvre? On va parler de systèmes d'extinction, quels qu'ils soient, d'eau, gaz, etc. Donc, quel est le niveau de ma salle informatique de ce point de vue-là? Troisième brique, la capacité. On peut avoir un data center ou une salle informatique très fiable de par sa conception, très sécurisé au niveau physique, mais par exemple surchargé ou qui approche des limites des taux de charge où on va estimer qu'on va être en risque. Chaque chaîne d'énergie, chaque équipement a une zone de fonctionnement verte jusqu'à une certaine charge. Et au-delà, par exemple, de 80%, on sait qu'un équipement il est dans une zone orange, là où la situation n'est plus complètement normale et nominale. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir analyser équipement par équipement, chaîne par chaîne, et de déterminer quel est l'élément critique qui va arriver en limite de capacité le plus tôt. Donc ça, c'est une analyse qu'il faut absolument faire. Je rajoute quelque chose, on a aussi parfois un sujet de sous-charge sur les salles informatiques. Et ce n'est pas sans conséquence. Donc là aussi, le fait de savoir qu'on est dans un taux de charge qui est voilà, en deçà des 20% ou 15% peut être préjudiciable pour certains équipements sur le long terme. Donc c'est important de le savoir et lors d'un audit, si on s'en rend compte, on est capable de trouver des solutions des fois peu onéreuses pour faire un investissement peu onéreux, parfois même pas d'investissement, juste une modification d'exploitation pour retrouver des taux de charge sur les équipements acceptables. L'autre élément, le quatrième, concerne l'obsolescence de la salle informatique. Donc là, on est vraiment au cœur de cette conférence. La durée de vie d'une salle informatique, d'un data center, on l'estime aux environs de 15 ans. Mais au sein de ce data center-là, on va avoir des équipements qui vont avoir une durée de vie plus faible, 5, 10 ans. On pense à des batteries, par exemple, sur les onduleurs. Et des équipements qui vont avoir des durées de vie bien plus longues, par exemple des tableaux électriques, des TGBT, des pompes électrogènes. On peut aller jusqu'à une trentaine d'années de durée de vie. Donc l'idée, c'est de bien évaluer l'état d'obsolescence de mes équipements. L'utilité, ça va être, bon, bien évidemment, un équipement qui va être vieillissant, il va forcément arriver avec des taux de panne plus importants. Et surtout dans la phase suivante dont on va parler, qui est de mettre à niveau ou améliorer ma salle,
ça permettra de faire un bon investissement, c'est-à-dire par exemple de jumeler une amélioration avec le renouvellement de matériel. Cinquième brique, on va parler de l'environnement. Alors là, ça va être les menaces qui peuvent peser sur le site en question. Donc ça peut être des menaces de type risque industriel, risque naturel, voilà, inondation, incendie, etc. Et on va aussi analyser les menaces qui peuvent être intra-sites, mais liées aux bâtiments. On a souvent des services informatiques qui sont au sein de bâtiments tertiaires, ou industriels d'ailleurs, et pas des data centers vraiment qui ont vocation à héberger que de l'informatique. Et donc ces salles-là vont se situer par exemple en dessous de certains niveaux où il peut y avoir au-dessus du chauffage ou du refroidissement, bref, des réseaux humides qui circulent. Ça peut être un risque important. On a parfois eu des salles qui ont effectivement subi des avaries liées à de l'eau sur le niveau supérieur. C'est des choses qu'il va falloir analyser au niveau de la position de la salle informatique. L'exploitation, là on a parlé d'éléments finalement techniques et d'infrastructures. Sur l'exploitation, on va parler du facteur humain. Je pense que tout le monde est un petit peu au courant que sur les data centers, les salles informatiques, plus de 2/3 des pannes et des arrêts de production sont liés à des erreurs humaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un sujet à ne pas négliger dans l'approche de l'évaluation de ma salle informatique. Et donc, quelle organisation a été mise en place? Y a-t-il une gouvernance spécifique pour ma salle informatique? Est-ce qu'on anticipe les choses? Je vais vous donner un exemple. On a parfois eu des clients, on a eu un client par exemple qui a eu, on s'est rendu compte lors de cette analyse-là qu'il y avait plusieurs salles qui étaient exploitées en parallèle, qui étaient redondantes l'une par rapport à l'autre, mais il n'y avait pas forcément de communication entre les équipes d'exploitation des deux salles, ce qui faisait qu'on pouvait prendre des risques simultanés sur les deux salles. Ça peut paraître pas possible, mais enfin, malheureusement, j'allais dire, c'est assez souvent le cas. Donc, c'est des choses, une approche un peu plus globale à avoir. Avant-dernière brique, la maintenance. Là, l'idée, ça va être d'analyser vraiment l'exhaustivité de la maintenance sur le data center. Est-ce qu'on avait bien pris en compte tous les éléments? Est-ce qu'on est complet dans notre maintenance? Il n'y a pas d'éléments qui sont délaissés. Et aussi la teneur des contrats. Ça, c'est quelque chose d'important parce que quand le DSI doit délivrer une continuité de service, il faut qu'il s'assure que les équipements techniques qui sont derrière et qui alimentent en énergie son data center et les mêmes SLA. Donc, on va aller analyser les contrats, les GTI, les GTR, de façon à voir si c'est cohérent avec les besoins initiaux. Et enfin, la dernière brique qu'il ne faut pas négliger, qui est de plus en plus prépondérante dans les analyses, c'est l'efficience énergétique. De manière générale, l'empreinte environnementale, on va dire, de la salle. Donc là, on va analyser les caractéristiques des équipements, techniques intrinsèques, les rendements, ce qui a été utilisé pour fabriquer ce data center, mais également les points de fonctionnement. Et on se rend compte parfois qu'en modifiant quelques points de fonctionnement, on est capable d'avoir des gains substantiels, puisqu'un data center a la particularité de tourner toute l'année. Donc un petit gain en kilowatts, pour parler technique, va avoir des conséquences notamment financières assez importantes rapidement. Je te repasse la main, Marine, pour oui, les besoins. En effet, en fait, pour pouvoir déterminer les bons investissements face au constat d'une salle informatique vieillissante ou en tout cas qui ne répond plus aux besoins actuels, donc, il est essentiel de faire l'état des lieux physique de ces éléments et également de faire l'état de ces besoins actuels pour pouvoir définir la cible. On utilise une image qui est très connue, qui a beaucoup circulé sur Internet. Elle est assez drôle parce qu'elle exagère assez bien l'importance de cette étape de définition de besoin et en particulier les conséquences d'une expression de besoin négligée. Nous, dans notre contexte, il est important en fait de bien prendre en compte les éléments qui sont listés là. Donc, vis-à-vis de la continuité de service, quel est le niveau dont j'ai réellement besoin et notamment, est-ce que l'ensemble des applications et des services hébergés ont besoin de ce même niveau? Voilà. On peut déterminer derrière différentes typologies de scénarios.
Au niveau des capacités, qu'ai-je besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux anticiper de l'avenir? Sans faire non plus trop d'exagération. Qu'est-ce qui est réellement anticipé? Sans être trop dans l'interprétation. Et la notion de prise en compte de la stratégie de l'organisation est aussi un élément qui est très important et souvent un peu oublié dans cette étape de définition de besoins. Quelle est la stratégie de l'organisation en termes de responsabilité sociétale, en termes financiers et au niveau des capacités, la direction. Le fait de tenir compte de ce point-là, ça va aussi permettre d'avoir une meilleure adhésion au projet et peut-être d'avancer plus ou moins sur un scénario. Voilà, donc ça, c'est une étape qui est importante dans tout projet, mais qui pour autant n'est pas simple. Sur le point suivant, merci. L'objectif, en fait, c'est à partir de ces 2 photos, besoin, état des lieux, de pouvoir aller le confronter à des référentiels, état de l'art ou la veille. En fait, on va avoir plusieurs possibilités sur lesquelles confronter cette photo. Est-ce que l'organisation, l'entreprise a besoin, une nécessité de coller à des certifications? Donc, là, on a mis un panel de certifications qui sont appropriées vis-à-vis du data center. Ça peut être pour des questions de business, mais ça peut être aussi pour des questions d'obligations réglementaires, de pouvoir coller à certains référentiels. Donc, qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui fait partie de la stratégie? Est-ce que l'on doit coller à ces référentiels ou est-ce qu'on peut se situer un petit peu plus au milieu sur on préfère tenir compte des bonnes pratiques et de l'état de l'art. Donc, ce qu'on va intégrer en fait dans cette brique-là, c'est plus l'ensemble des éléments, j'ai envie de dire, assez terrain sur, on va dire, les meilleures choses des certifications qui sont affichées ici, avec une cohérence pour pouvoir, c'est ce qui permet de définir les bonnes pratiques et l'état de l'art du data center. Est-ce que je peux coller plutôt dans cette brique-là, hein, pour prendre les meilleures choses et ne pas conserver les éléments qui ne correspondent pas à ma façon d'exploiter le data center ou notre vision? Ou est-ce que mon organisation est suffisamment mature pour pouvoir aller sur des sujets d'innovation, où là, il y a une prise de risque plus ou moins importante en fonction de ce vers quoi on veut aller. Mais voilà, donc c'est important de se poser aussi la question des obligations, de la stratégie, de ce vers quoi on veut se confronter. C'est vrai que le domaine du data center est finalement pas si normé que ça. Il évolue très rapidement, c'est principalement la raison. Et le data center a toujours évolué en tenant compte des expériences qui peuvent être vécues sur chacun des sites, des retours d'exploitation sur des systèmes, sur des technos. Et bien sûr, il y a des tendances de marché, mais c'est vrai que les retours terrain du quotidien, de ce qui peut se passer sur les différents sites dans divers contextes, c'est vraiment ce à quoi on va se confronter. C'est ce qui permet toujours d'améliorer, d'être dans une amélioration continue de la qualité de ces outils-là. Donc, une fois qu'on a identifié ces risques, qu'on a défini des besoins, ce qui est important, c'est de qualifier ces risques et de les mesurer, et justement de les mettre après en perspective vis-à-vis des besoins. Alors, comment on va mesurer un risque? L'important, c'est de prendre une échelle objective. Pour ce faire, on va utiliser les notions de probabilité et de gravité qui vont permettre de nous déterminer un niveau de risque d'un élément. À titre d'exemple, la probabilité qu'un feu se déclenche dans un local où il n'y a rien à part des câbles et des équipements passifs, et un local très propre, la probabilité est extrêmement faible. Et à contrario, un local avec un potentiel calorifique élevé, vieillissant, avec de la poussière, là, on va estimer qu'objectivement, que la probabilité
qu'un incendie se déclare est plus importante. Ça, c'est le premier élément, et on va le multiplier à la gravité, qui est quelles sont les conséquences de cet événement sur mon installation. Par exemple, si j'ai deux chaînes électriques et que cet événement intervient sur une chaîne électrique, quelque part, la conséquence est une perte de redondance, mais pas un arrêt de salle. A contrario, s'il intervient dans le local, cet incendie intervient dans le local où j'ai tous mes équipements électriques et qui sont uniques, forcément, la gravité est très importante, plus c'est un arrêt de salle avec un arrêt prolongé de salle, puisque le retour à la normale risque d'être un petit peu long. Donc voilà, à partir de là, on va réussir à partir de la liste des risques, leur donner une note, en fait, quelque part, une évaluation. Et du coup, ça va permettre, on va le voir après, de définir des priorités. Juste avant ça, ce qui est important de mesurer le risque, ça permet d'identifier quels sont les risques majeurs qui pèsent sur mon installation, d'en être conscient. Là, on en revient à l'humain. On a marqué un homme averti en vaut deux. C'est vraiment le cas dans le cas d'exploitation de salles informatiques. Un risque, un événement qui survient, mais qui avait été envisagé auparavant, connu des équipes d'exploitation, la personne qui va être sur place, les personnes qui vont être sur place, vont leur connaissance, vont mettre en place la procédure qui était prévue et vont dérouler quelque chose sans émotion. Contrario, si ce risque-là avait été non identifié ou pas communiqué aux équipes, on va avoir un effet de surprise, d'impréparation, et parfois ça génère un surincident également, parce que, comme on a dit tout à l'heure, il y a le facteur humain qui va rentrer en ligne de compte, et on va avoir quelque part un cercle vicieux et pas positif pour l'installation. Donc ça, c'est vraiment une chose importante d'en avoir conscience. On parlait des niveaux de risque, ça nous permet de les hiérarchiser, et donc de définir des priorités. On parlait de bons investissements. Faire les bons investissements, c'est aussi les cadencer et les prioriser. On va parfois se rendre compte qu'un investissement avec une astuce de conception va nous permettre via un dévoiement, via l'ajout d'un équipement, de contourner ou de supprimer le risque majeur qui pesait sur la salle informatique. On va parler de quick win, et on a des investissements relativement faibles, assez faciles à mettre en œuvre, qui permettent de gommer le risque majeur. Parfois, on va par exemple aussi avoir la capacité à ajouter un équipement qui va nous permettre de gérer deux problèmes différents, la capacité et la résilience. Et dernière brique, là, c'est pour effectivement enfoncer le coup sur le besoin. Vraiment, il est important de bien analyser ce qu'on a et ce qu'on héberge au sein de notre salle informatique. Je vais prendre un exemple des calculateurs, des HPC. On va avoir au sein d'un HPC plusieurs sous-systèmes qui n'ont pas la même criticité. La partie serveur, stockage, admin a une criticité plus importante que les nœuds de calcul qui s'ils sont amenés à s'arrêter, mais finalement le calcul s'arrête et reprendra plus tard. C'est moins critique. Donc au sein d'un même équipement ou au sein d'une même salle, on peut avoir deux exigences différentes en termes de résilience. Et ça va prendre en compte, parce que faire un bon investissement, c'est pas forcément tout aligné par le haut. C'est peut-être gérer, on l'a déjà fait par le passé, gérer une salle avec deux îlots différents, par exemple, de criticité différentes. Et ça permet quand même de faire des gains très intéressants sur les investissements de travaux. Et donc, parmi les scénarios les plus classiques dont on peut avoir comme piste, en tout cas de réflexion, on va retrouver: est-ce que je rénove ma salle actuelle, donc par rapport à tous les éléments qui ont été précisés précédemment? Est-ce que j'aménage, je construis une nouvelle salle? Est-ce que j'externalise? C'est les plus classiques, évidemment, ce n'est pas exhaustif. Chaque organisation a des opportunités, on ne peut pas forcément intégrer ici, mais voilà, c'est des scénarios les plus classiques. Alors, et de la même manière, on va voir pour chacun des opportunités et des contraintes à prendre en compte. Donc, pour généraliser, les opportunités sur la rénovation de la salle actuelle, on va retrouver des budgets qui sont moindres, puisqu'on va capitaliser sur l'existant avec des délais plus courts. À l'inverse, on va avoir plutôt comme contrainte le fait d'intervenir sur une salle qui est en production, donc avec un risque qui est important et qui doit être bien pris en compte.
On a des limites du coup de l'existant qui peut limiter les évolutions, voire limiter voilà, les besoins, l'innovation et la durabilité qui est à tenir compte. Mais ça peut être un bon scénario. On peut avoir, face au constat que l'on peut faire précédemment, il y a énormément de choses à revoir et il serait probablement plus intéressant de repartir à zéro. Donc, j'aménage dans un nouveau local ou je construis sur un nouveau bâtiment. L'opportunité étant que l'on va pouvoir intégrer l'ensemble des besoins et des nouveaux besoins, être beaucoup plus de chances d'être compliance avec l'état de l'art et pouvoir intégrer de l'amélioration énergétique, des innovations. Les contraintes, c'est la notion de coût parce qu'il y a aussi toute la partie de décommissionnement, déménagement et l'ensemble du projet, en tout cas, à tenir compte. Il peut y avoir des contraintes administratives et il y a aussi une notion de planning qui est beaucoup plus importante. Et le scénario externalisation qui peut être aussi un choix fait à partir du constat précédent, avec l'opportunité de déléguer l'exploitation du data center, transférer les risques, limiter, du coup, réduire son impact environnemental. Bon, l'opexisation, on l'a mis en opportunité ou contrainte, ça c'est une question de stratégie d'entreprise. Mais il y a aussi la notion de coût à prévoir de la même manière que pour la construction, l'aménagement d'une nouvelle salle, le déménagement, le planning global du projet, le management du contrat qui est un point quand même à tenir compte dans les contraintes. On ne transfère pas totalement le sujet à l'extérieur, on garde quand même des choses en interne, les audits que l'on peut faire, les évolutions à apporter, la relation avec l'hébergeur. Et les engagements, toutes ces notions en fait contractuelles qui est quand même transfert du service, il y a quand même des compétences à disposer en interne. Scénario classique à pouvoir à comparer selon voilà, la position de chaque organisation. Alors, on a sorti quelques exemples pour rendre aussi parlant tout ce que l'on vient de dire. Le premier étant c'est un client qui a eu pour le coup l'opportunité de la création d'un nouveau bâtiment, du nouveau siège. Et donc, face au constat d'une salle qui avait besoin d'évoluer, a saisi l'opportunité d'aménager non pas une, mais 2 nouvelles salles au sein de ce bâtiment. Bon, par contre, il y a des étapes qui ont été un petit peu négligées pour le coup. Et on est intervenu 2 ans après, on a été sollicité par cette organisation pour pouvoir réaliser un audit des salles parce qu'ils faisaient des constats. Le constat, il y a plusieurs choses qui ne fonctionnaient pas. Et effectivement, l'ensemble des besoins n'ayant pas été pris en compte, on se retrouve avec établir un nouveau scénario pour leur salle informatique neuve de 2 ans et qui a dû être bougé au sein du bâtiment, déplacé, donc réaménager une nouvelle salle, déménager les équipements informatiques parce que des étapes précédentes c'est pas qu'elles n'ont pas été respectées, mais disons que voilà, plus on peut s'appuyer au cours de chaque étape, alors que ce soit sur l'état des lieux de l'existant, mais même sur l'expression de besoin, si on peut s'appuyer sur des retours d'expérience, c'est important et ça permet d'éviter des erreurs. Et pour le coup, c'est un petit peu dommage. Sur cet exemple-là, on a des exemples de réussite, mais sur cet exemple-là, voilà, c'est dire dommage pour un projet neuf. Autre second exemple, c'est on va parler de sociétés, alors on parle de grosses sociétés qui ont pris le parti d'anticiper et de prévoir l'évolution de leurs outils informatiques. Le premier, c'est une société qui a décidé de faire un audit vraiment complet de l'ensemble de ses salles informatiques. Ce qui a permis en fait de créer donc on a suivi ce process-là avec des préconisations, quel écart, quelle utilité de la salle informatique, et de déterminer en fait une roadmap sur une dizaine d'années de l'évolution des salles informatiques. Et donc c'est hyper positif parce que ça permet justement de se dire j'utilise cette salle au maximum jusqu'à la fin de son cycle de vie. S'il y a quelques quick wins à mettre en œuvre, je les mets en œuvre pour m'assurer une résilience pendant ces quelques années. Et je sais que je vais la renouveler dans quelques années, donc je ne surinvestis pas sur cette salle-là. A contrario,
je mets quelque part le paquet sur la salle qui va arriver dans 2 ou 3 ans et je me prépare à accueillir avec une salle vraiment à l'état de l'art mon outil informatique. Donc ça, c'est un premier exemple et qui permet à tout le monde, on parlait de l'immobilier, de l'IT, tout le monde dans la compagnie d'avoir une visibilité. Et le deuxième, c'est un client qui avait une salle qui est un data center récent et un plus vétuste. Il a vraiment souhaité se poser la question, donc on a fait un audit de vétusté en fait de la salle, d'études d'obsolescence, et on a regardé quels étaient les équipements en fin de vie, lesquels il faudrait renouveler, et on s'est fait une projection sur 5 et même 10 ans de prolongation du site. Et à partir de là, on a réussi à prolonger ce site, qui est un site de backup. Et donc, du coup, au lieu de partir sur quelque chose de neuf, ils ont réussi à prolonger cette durée de vie, tout en minimisant quelque part l'investissement. Et le fait même d'améliorer, de renouveler quelques éléments de ce site a permis également, en effet de bord, d'améliorer sa continuité de service. Donc, ça a été bénéfique à plusieurs égards. Je suis en train de réaliser qu'en fait, Sébastien, tu présentes le bon exemple et moi, les mauvais. Alors, j'ai un autre exemple, du coup, pour terminer sur le troisième scénario. C'est un client privé qui est un grand industriel qui a externalisé une partie de son système d'information chez un hébergeur. 4 ans plus tard, on est mandaté pour conduire une nouvelle consultation, car l'hébergeur qui a été choisi ne veut pas s'adapter aux évolutions, aux nouveaux besoins du client, un client international. Et donc, on conduit un nouvel appel d'offres pour déménager sous 12 mois l'ensemble des infrastructures avec un nouveau contrat, avec des nouvelles conditions, etc. Alors, ces changements sont très coûteux et souvent, le planning que l'on a nous emmène à faire des raccourcis. Ça fait partie des choses à éviter. Pour pouvoir conclure rapidement, parce que du coup, le temps nous presse, on va conclure avec 4 grands points. Oui, tout à fait. Oui. L'idée, c'était de ressortir vraiment les éléments majeurs. Le premier élément qu'il faut retenir, c'est que la connaissance de l'état de sa salle, c'est une force. Et vraiment, ne pas fermer les yeux sur le niveau de sa salle, de vouloir connaître, c'est nécessairement une force pour l'avenir. Le pire des défauts, c'est de les ignorer. Deuxième élément, l'anticipation. Le fait de s'y prendre au dernier moment ou d'attendre d'avoir un sinistre pour lancer une telle étude, c'est parfois dommage et du coup, on va agir dans la précipitation et du coup comme on l'a expliqué jusqu'à présent, la précipitation en général ne permet pas de faire les meilleurs investissements possibles. Troisième élément, bien toujours se recadrer vis-à-vis de son besoin. Ne pas aller au-delà, ne pas surdimensionner, ne pas prendre l'exemple du voisin, être raisonnable. Donc là aussi, on a une valeur ajoutée là-dedans pour donner un petit peu ce qui peut se faire par ailleurs. Mais rester raisonnable et bien maîtriser ses besoins et vers quoi on veut tendre. Et le dernier élément, c'est vraiment le retour terrain à utiliser, et notamment dans la mise en œuvre. On peut avoir des bonnes idées, mais le diable est dans les détails. On peut s'apercevoir que lors d'une mise en œuvre d'une très bonne idée, il y a certaines choses qui ont été négligées, des raccourcis qui ont été pris par une entreprise et qui ont conduit finalement à annuler quelque part la bonne décision qui avait été prise. Voilà les 4 éléments qu'on souhaitait ressortir sur ce thème des salles informatiques vieillissantes. Voilà, on espère vous avoir apporté des informations intéressantes ou qui vont vous permettre de réfléchir. On reste à votre disposition si vous avez des questions, on sera un plaisir de répondre. Merci à tous. Donc nous arrivons au terme du créneau qui était alloué pour cette conférence sur les salles informatiques vieillissantes et les bons investissements à trouver. Si vous avez des questions qui sont survenues ou des réflexions en cours sur ces sujets-là, n'hésitez pas à nous faire parvenir ces questions par email. Vous avez mes coordonnées, à moi ou à Marine, et nous nous chargerons d'y répondre le plus rapidement possible. Encore merci d'avoir assisté à cette conférence et à très bientôt.